Nous avons vu déjà comment encoder un code convolutif et comment faire le décodage en utilisant l'algorithme de Viterbi. Maintenant, nous allons passer à l'évaluation. C'est quoi qui fait une bonne code convolutif? Juste comme avant, avec les codes en bloc linéaire, nous avons besoin d'évaluer les distances minimales pour le code, pour les deux codes, pour déterminer lequel des deux aura une meilleure performance. Donc, encore une fois, quand nous parlons des modes de code, sont des séquences des modes de code pour les codes convolutifs. Donc, c'est bien le chemin qui compte pour l'évaluation. Dans les codes en bloc, c'était les blocs qui étaient indépendants l'un de l'autre. Donc, on a examiné les distances entre le mode de code en dedans d'un bloc. Mais avec un code convolutif, ce n'est plus le cas. Donc, il faut considérer l'ensemble de toutes les séquences possibles et les distances entre chaque paire des chemins possibles. Juste comme avec les codes linéaires en bloc, on peut utiliser un truc pour simplifier la vie, pour chercher les distances minimales. Donc, par définition, les distances minimales, c'est le minimum parmi tous les paires de séquences examinées. Mais étant donné qu'on parle d'un code linéaire, encore une fois, pour le code convolutif, les distances minimales entre des chemins des zéros et les autres séquences est l'équivalent d'examiner chaque paire. Donc, au lieu d'aller examiner chaque paire de chemins, nous allons qu'examiner chaque chemin comparé avec le chemin de tout zéro. Donc, une procédure pour chercher la distance minimale, c'est de commencer à l'état A et de chercher un chemin qui termine encore une fois à l'état A. Donc, le chemin d'étude 0 va rester toujours dans l'état A, mais pour examiner tous les autres chemins, il suffit que ça commence à A, ça termine par A. Donc, on va examiner tous les chemins qui commencent à A, terminent par A, et on va calculer les distances pour la longueur de chemin, la métrique de chemin pour chacun de ces chemins. Et celui-là, avec cette distance le plus petit, va déterminer c'est quoi la distance minimale. Pour une raison ou une autre, pour les codes convolutifs, nous utilisons le vocabulaire d'une distance libre plutôt qu'une distance minimale. Donc, je vais interchanger les deux termes, distance libre et distance minimale. Une fois qu'on a déterminé la distance libre, et je vais vous donner quelques exemples, nous pouvons chercher le nombre de codes, le nombre d'erreurs qui peuvent être corrigées dans le trajet erroné. Et c'est encore une fois donné par la même expression que nous avons vue dans le cas d'un code en bloc. C'est le plus grand entier dans le rapport de df-1 divisé par 2. Donc, cette expression ici, c'est la même que nous avons vue pour le code linéaire. Donc, voici le premier exemple. J'ai dit que nous allons commencer ici à l'état A et que nous allons chercher un chemin qui termine encore une fois à l'état A. Donc, par exemple, la première transition, la seule chose que je peux faire, c'est d'aller de A à B. B, il ne va pas après tout de suite à A, donc il faut que je choisisse soit d'aller à C ou d'aller à D. Pour commencer, je vais commencer par aller à C. Rendu à C, il y a un chemin qui va directement à l'état A. Donc, voici entre 3 intervalles de temps, je passe de l'état A à l'état A. À côté de chaque transition, nous avons le poids de mode de code qui sort pour cette transition. Par exemple, ici, le poids est 2, ici, le poids est 1, ici, le poids est 2. Bien sûr, le poids pour ce mode de code est égal à la distance entre le mode de code et le chemin de tout zéro. Donc, en regardant ici en bas, on remarque que la transition A à B, c'est pointillé, ça correspond à la logique 1. La transition de l'état B à l'état C, c'est solide, c'est une logique 0. Et la transition de C à A,
c'est encore une fois une logique 0. Donc ici, c'est la séquence pour ce chemin et la distance pour ce chemin, c'est 2 plus 1 plus 2, donc une distance de 5. Donc nous avons examiné un chemin qui commence à A et qui termine à A. Mais il faut qu'on examine tous les chemins qui commencent à A, terminent par A pour chercher lequel a la distance la plus petite. Donc, on passe à un deuxième exemple. Rendu à l'état B, on avait le choix d'aller à C ou d'aller à D. Supposez qu'au lieu d'aller à D, je descends plutôt à C, je descends plutôt à l'état B. D. Rendu à l'état D, maintenant j'ai le choix, je peux rester à D, mais je veux remonter vers l'état A, donc je prends l'option plutôt d'aller à C et de C, la prochaine étape, aller à D. Donc, j'ai le chemin ici. Encore une fois, je prends note en bas de c'est quoi le chemin que j'ai vu. C'était une transition. On commence à A, une transition pour l'entrée logique 1. Encore, entrée logique 1. Pour la transition DAC, c'est solide, c'est la logique 0. Et de C à A, c'est la logique 0. Donc, la séquence en bas des bits qui correspond au chemin tracé. Donc, je regarde chacun des transitions et le poids pour le mode de code. Le poids ici, c'est 2, il y a 2 1 dans celui-là, etc. Et je calcule c'est quoi la distance pour ce chemin et j'arrive à 6. Donc, j'ai un chemin à 5, longueur 5, et maintenant un chemin avec une métrique de chemin de 6. Je peux continuer en supposant que, par exemple, j'ai descendu à D et j'ai resté à D. Et après ça, j'ai suivi le même chemin. Donc, c'est clair que ce chemin va être plus long par 1, c'est la transition, le poids d'avoir resté à D. Donc, si je reste toujours ici en bas en faisant en plus long, en restant en D, c'est clair que ça va toujours être plus long. Supposons, par exemple, que je prends le chemin qui terminait en C et au lieu de monter tout de suite à A, j'ai pris ce chemin qui était juste de longueur 0 pour aller à B. Et à B, je descends et je remonte encore à A. Donc, voici un autre exemple. Malgré d'avoir ajouté une métrique de branche qui était nulle, j'étais rendu à B, mais à B, finalement, j'ai suivi le même cheminement en bas et monté encore. Donc, c'est 6. Donc, je peux remarquer que j'ai pas mal fait le tour de toutes les manières de commencer à A, terminer à A. Bien sûr, il y a d'autres, mais il va toujours rendre plus long le chemin, long dans la distance ici, pas juste dans le nombre de transitions, mais le poids des transitions. Donc, à ce moment-là, je retourne à le premier exemple qui était la distance égale à 5 et j'identifie la distance libre comme étant 5. C'était le plus petit de tous les chemins que j'ai examinés. Donc, je peux déterminer maintenant c'était quoi la capacité de corriger les erreurs pour ce code en utilisant df égale à 5. Donc, 5 moins 1, ça fait 4, divisé par 2, ça fait 2. Donc, on peut corriger 2 erreurs de bits. Donc, je vais juste mentionner quelques vocabulaires qui vont avec les codes convolutifs. Il y a les codes systématiques. Encore une fois, systématique, ça veut dire que les données sont lisibles dans le code, dans le mode de code. Sont beaucoup moins utilisés dans les codes convolutifs qui sont pour le code en bloc. Pour les codes en bloc, avoir un code systématique, ça ne nuit pas aux performances, mais pour les codes systématiques, ils sont moins performants, donc on l'utilise beaucoup moins. Dans le livre, dans le texte pour le cours, et dans la définition des codes cycliques, des codes catastrophiques, les codes cycliques, ils sont des codes où, pour chercher une autre mode de code, j'ai que à faire une notation cyclique et je vais d'une mode de code et en faisant cette rotation cyclique, je vais trouver une autre mode de code. Donc, au lieu d'être fermé juste pour la sommation, c'est fermé plutôt avec la rotation. Donc, ça, c'est un code spécial, un code cyclique. Un code catastrophique. Un code catastrophique est un code où un nombre fini d'erreurs à l'entrée de l'encodeur
peut engendrer un nombre infini d'erreurs à la sortie, donc c'est clair que catastrophique, ça va certainement empirer la performance du système. Donc, par exemple, pour chercher un bon code, on utilise souvent des méthodes numériques, de juste chercher des codes et on peut tester, avoir des tests pour identifier des codes catastrophiques pour les éliminer tout de suite pendant notre recherche. Un code parfait, encore une fois, c'est la même définition que nous avons vue avec les codes en bloc. Un code parfait, c'est un code où le rapport distance libre moins 1 divisé par 2 est égal à un nombre entier. Donc, j'ai parlé des codes systématiques. J'ai expliqué qu'ils sont moins performants que les codes non systématiques. Et voici, il y a une table qui donne à quel point ils sont moins performants. Donc, par exemple, ici, dans la première colonne, nous avons la longueur de contrainte. Et pour chaque longueur de contrainte, on a cherché, c'était parmi tous les codes systématiques, c'était quoi la distance libre pour chacun des catégories. Donc, par exemple, avec une longueur de contrainte égale à 5, les distances libre qui a été trouvé était 5. C'est le meilleur, le plus grand qui ont été en examinant tous les codes qui étaient systématiques. Par contre, en examinant tous les codes non systématiques, à ce moment-là, on était capable de chercher une distance libre qui était 7, donc plus grand, donc une meilleure performance. Donc, en comparant le colonne 2 et la colonne 3, remarque sont toujours moins performants les codes systématiques. Donc, ici, nous allons une bande supérieure pour le gain de codage qu'on peut atteindre avec un code convolutif. Donc, nous avons cherché le DF, la distance libre, et on a vu l'expression pour le nombre d'erreurs qui peut être corrigé. Mais ce qui peut être encore plus intéressant, c'est de chercher cette bande supérieure pour le gain de codage qu'on peut atteindre. Et il y a une équation très simple ici, this log this, donc c'est pour le mettre en dB. Mais c'est juste le produit de R, le taux de code, fois la distance libre. Donc R fois distance libre qui va nous donner une bande supérieure pour qu'est-ce que le gain maximal qu'on peut atteindre. Donc ici, encore une fois, nous avons répété pour deux types de taux de code, des codes de 1,5 et les codes de 1 tiers, et différentes longueurs de contrainte. Donc les longueurs de contrainte ici, et associé avec eux la meilleure distance libre qu'ils nous sont capables de trouver pour cette catégorie, taux de code 1,5, par exemple, K majuscule égale à 6, on peut atteindre une distance libre égale à 8. Donc, si je prends cette 8-là, multiplié par R 1,5, ça fait 4, et je cherche le 4 en dB, ça me donne 6 dB. Donc, je peux avoir jusqu'à un maximum de 6 dB de gain en utilisant un code correcteur d'erreur convolutif de taux 1,5 avec longueur de contrainte égale à 6. Et bien sûr, on peut avoir plus de gains en utilisant plus de redondance, donc un code avec une taux de code de 1 sur 3 où il y a 2 bits de parité au lieu d'un seul bit de parité. Donc, par exemple, changer d'un demi à un tiers, ça engendre un autre compromis pour l'efficacité spectrale. Donc, avec ce calcul pour le bande supérieur, je peux voir à quel point ce sacrifice d'efficacité spectrale va me donner une meilleure performance. Par exemple, avec K majuscule égale à 7, le bande supérieur est le même pour un demi et un tiers. Donc, pourquoi payer plus pour le 1 tiers si le bande supérieur est finalement pareil? Une autre manière de caractériser la performance d'un code correcteur d'erreur, c'est de mesurer le gain de codage à un certain niveau de performance. Donc, comme j'ai mentionné, ça fait une semaine, quand nous avons le courbe de BUR pour
sans codage, un autre code avec codage. La distance entre les deux courbes peut être mesurée pour un certain niveau de probabilité d'erreur. Donc ici, dans cette colonne-là, nous allons fixer une certaine performance ciblée. Ici, il y a 10 à la moins 3, 10 à la moins 5 et 10 à la moins 7. Donc, à chacun de ces niveaux, nous allons voir c'est quoi le gain de codage que je peux atteindre pour cet objectif. Donc, premièrement, on regarde pour le BPSK avec détection cohérente, on fixe le EB sur N0 nécessaire pour atteindre cette probabilité d'erreur avec aucun codage. Donc, ça, c'est juste la correspondance pour cette performance sans codage. Après ça, nous allons examiner plusieurs codes. Donc, les codes sont spécifiés par deux paramètres. Un paramètre, c'est le taux de code. Une tiers, une demi, deux tiers, trois quarts. Donc ici, c'est le moins efficace spectral jusqu'à le plus efficace spectral. Donc c'est le compromis en efficacité spectrale qu'on voit dans cette chiffre-là. Et le deuxième, c'est la longueur de contrainte, K majuscule. Donc c'est une mesure de complexité. Plus que K majuscule est grand, plus que le circuit pour la détection, l'algorithme de Viterbi va être plus complexe. Donc, on a plusieurs options pour chacun des taux de code. Donc, dans la colonne en bas, on remarque c'est quoi le gain en dB en utilisant cette code-là pour chacun des niveaux de performance. Et dans la dernière rangée, nous avons le borne supérieure qu'on a vu tantôt. Donc, on peut voir tranquillement, on va, quand on exige une performance encore plus performante, on va tendre vers la borne supérieure. Donc, on peut voir l'utilité d'une borne supérieure, mais aussi l'utilité de savoir exactement c'est quoi le gain encodage spécifique qui est plus exact que la borne supérieure. Donc, nous avons ici une graphique de la performance d'un code correcteur d'erreur. Ici, c'est le EB sur N0 versus la probabilité d'erreur après l'application d'un code correcteur d'erreur. Dans le cas ici, c'est pour le BPSK avec une détection cohérente. Le canal, c'est un canal binaire symétrique. Et on utilise l'algorithme de Viterbi avec les décisions fermes et la longueur de troncature est égale à 32. Donc, nous avons ici une graphique, une courbe qui correspond à chacune des longueurs de contrainte possibles. Pour ici, c'est le taux de code égal à une demi. Donc, ici, c'est le taux est fixe, une demi. Et quand nous allons faire varier la longueur de contrainte, c'est bien sûr la complexité qui en ajoute. Donc, avec le même échange en efficacité spectrale, plus que K majuscule, la longueur de contrainte est importante, plus qu'on peut chercher un gain plus important, un gain de codage plus important. La complexité est ajoutée parce que quand K majuscule change, la quantité de mémoire nécessaire pour l'algorithme de Viterbi augmente et aussi le nombre de calculs par symbole monte aussi. Nous avons maintenant dans la table 6.4 du volume du cours une liste des meilleurs codes. Donc, dans les tableaux précédents, j'ai donné la distance libre, le gain pour différentes longueurs de contrainte. Et dans cette table-là, on voit c'était quoi le meilleur code qui était possible. Donc, ici, c'est la longueur, le taux de code d'une demi. En bas, le taux de code d'une tiers et différentes longueurs de contrainte. Donc, par exemple, si je prends une taux d'une demi, longueur de contrainte de 6, et je cherche sur tous les codes possibles, le meilleur code aura une distance libre de 8. Tous les autres distances libres vont être plus petits, donc moins performants. Et dans cette table ici, je remarque exactement c'est quoi le code lui-même. Donc ici, c'est les vecteurs générateurs pour générer
l'encodeur. Donc, par exemple, dans le devoir, pour l'algorithme de Viterbi, vous allez utiliser ces entrées ici pour chercher à exploiter l'algorithme de Viterbi pour corriger les erreurs. Donc, quand nous sommes en train de chercher c'est quoi le meilleur code, la meilleure performance, alors on peut le faire une recherche numérique. Par exemple, on peut générer aléatoirement ces vecteurs et examiner chacun pour chercher c'est quel le meilleur. Quand nous allons chercher le meilleur, ça veut dire, ça se peut qu'il y a plusieurs qui sont à la même distance libre. Donc, supposons que j'ai plusieurs qui ont la distance libre de 8. Après ça, je peux voir, mais il y a combien de chemins à cette distance libre? Donc, s'il y a un code qui a moins de chemins à cette distance-là, je vais préférer celui-là. Si j'arrive avec deux codes où ils ont la même distance libre, le même nombre de chemins à cette distance libre, je vais chercher c'est quoi le nombre de chemins qui a la distance libre plus 1, la distance libre plus 2. Donc, vraiment, le meilleur ici, elle a la meilleure performance dans tous les sens mentionnés ici. Donc, je vais juste mentionner des valeurs qu'on trouve typiquement pour l'application de l'algorithme de Viterbi. Et bien sûr, ça change avec les années. On va chercher les décisions fermes, surtout quand nous allons appliquer des algorithmes pour les taux binaires très, très élevés. Plus que le taux binaire est élevé, plus qu'on est exigeant dans le calcul, qui s'apprend des VLSI plus avancés. Donc, on aura à avoir la version simple, décision ferme, mais on peut utiliser les décisions souples aussi, qui va donner une meilleure performance. Donc, parmi les algorithmes avec les décisions souples, en général, 3 bits de quantification sont suffisants pour avoir la meilleure amélioration de performance en comparant souple avec ferme. Donc, même ça, quand on utilise les solutions souples, c'est plutôt avec 3 bits de quantification. Longueur de contrainte, on peut aller de 3 jusqu'à 9. Aujourd'hui, avec les VLSI encore plus performants, on peut aller peut-être à 11 ou 12 peut-être. Ça dépend toujours si on parle de sans fil ou les taux binaires sont plus restreints, on peut nous permettre d'avoir plus de complexité versus avec les communications optiques où les taux binaires sont tellement élevés, c'est difficile de pousser la complexité. Les taux de code, en général, on ne gaspille pas trop l'efficacité spectrale, donc c'est toujours en haut de 1/3. Donc, c'est rare que nous allons voir quelque chose en bas. Le chemin maximal, en général, 5 fois la longueur de contrainte nous donne une bonne performance pour la longueur de concature. On n'a pas besoin d'aller plus long que ça. Donc, dans le chapitre 8, il y a d'autres types de codes qui sont examinés que nous n'allons pas discuter dans le cours. Donc, je vous donne juste un aperçu de ce qui est couvert dans le chapitre 8 parce que nous avons été loin d'exhauster le sujet des codes correcteurs d'erreur, très loin. Dans le chapitre 8, ils vont discuter les codes Reed-Solomon qui sont des codes cycliques, des codes non binaires. Donc, nous avons vu des codes binaires que dans nos exemples, mais d'autres codes sont très performants. Ils ont une distance libre maximale parmi les codes cycliques non binaires, donc c'est optimisé dans un certain sens. Ils sont très forts contre les bruits bursty, donc où le nombre d'erreurs risque d'être élevé dans une isolée en temps. Donc, ça risque d'être les voisins. Si on a une erreur, ça risque d'être les voisins proches qui ont aussi subi des erreurs. Et dans cette situation, l'utilisation d'un code non binaire comme le Reed-Solomon peut être très performant. Un sujet abordé dans le chapitre 8 aussi, c'est l'entrelacement. Donc, nous allons si nous avons une séquence de bits, on va, avant de faire l'encodage, nous pouvons faire permutation, une permutation déterministe. Donc, au lieu d'envoyer le premier bit en position première, je vais le plutôt mettre dans le 5e. Et donc, je vais faire une permutation
qui va éloigner les voisins proches de l'un de l'autre, qui peut être ajouté à la robustesse de mon code correcteur. Dans le chapitre 8 aussi, il parle des codes concaténés. Donc, au lieu d'avoir un seul code, d'avoir un code enrobé dans un autre code. Par exemple, les CD audio, ils ont des codes correcteurs d'erreur qui utilisent cette approche. Donc, pas juste un seul code, mais de coder une fois et de coder une deuxième fois. Relié à cette idée des codes concaténés, nous avons aussi les codes turbo. Les codes turbo, c'est une manière de décoder les codes qui sont concaténés. Donc, j'ai deux codes interlacés, mais à la réception, je ne fais pas qu'un décodage suivi par un deuxième décodage. J'ai plutôt une première idée pour décoder le premier code. Après ça, j'essaie de passer ça à le deuxième code, mais le deuxième code fait ses améliorations et on retourne à le premier code, etc. Donc, c'est un aspect turbo qui fait avancer la performance d'une manière importante. Donc, même si je ne couvre pas tous ces sujets plus avancés dans le codage, je vais quand même mentionner qu'est-ce qu'on peut atteindre en utilisant tous ces trucs avancés discutés dans le chapitre 8. Parce qu'avec cette approche, nous avons enfin la manière d'approcher la limite de Shannon, la capacité de Shannon donnée par la loi de Shannon.